C'est une première depuis 2013. 2024 a été une année blanche pour le piton de la Fournaise. 12 mois de sommeil, aucune éruption ni effusion de lave. Notre volcan a fait une pause plus longue que d'habitude. Selon l'Observatoire de la Plaine des Cafres, cette période de léthargie pourrait marquer la fin d'un cycle éruptif. Mais attention, malgré ce calme relatif, le volcan réunionnais reste l'un des plus actifs sur la planète ultramarine. Entre la Soufrière en Guadeloupe, la Montagne Pelée en Martinique ou le Fanny Maoré, la Fournaise est le site qui concentre toutes les attentions. Bienvenue à tous, voici À l'ombre des 4 géants, un documentaire de Déborah Bourgeot et Pascal Crézélu. Moi, c'est Déborah. Je suis journaliste scientifique, fascinée par les phénomènes naturels et tout particulièrement par le volcanisme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'emmène mon meilleur ami Anxem, arrivé de Guadeloupe il y a maintenant 10 ans, à la découverte des volcans d'Auvergne. En automne, en plus, avec les couleurs un peu rouge-orangé et tout. Non, franchement, c'est super beau. Et c'est la première fois que je vois une chaîne de volcans. Mais oui, mais t'as vu, c'est trop beau. Comme quoi, la géologie, c'est super intéressant. Tu es là, tu comprends comment la Terre se forme, les volcans se forment et tout. Et encore, ceux-là, ils sont endormis ou éteints, je sais plus. Ouais. Mais un volcan actif, par contre, ça, j'adorerais voir, ça va être incroyable. Enfin, on en a en Guadeloupe, par exemple. C'est vrai, mais d'ailleurs, tu sais que j'ai lu il y a pas longtemps dans un rapport de l'Institut de physique du globe de Paris, qui disait que les Antilles, c'était dans les zones les plus exposées aux aléas volcaniques. Donc vous êtes pas bien. Ah ok, je savais pas du tout. Faux. Je savais pas. Si tu veux, je dois aller en Guadeloupe voir ma famille cet été. Ah oui, c'est vrai. Et on peut réaliser ton rêve de voir des volcans actifs. Attends, mais tu sais que ça fait 10 ans que j'attends la proposition d'aller en Guadeloupe. Bah, franchement. Et la Soufrière, j'ai jamais faite. Je suis jamais monté jusqu'en haut. Donc on peut le faire ensemble si tu veux. Mais t'es sérieux? Me tente pas trop, parce que franchement, deal de ouf. Ok, c'est parti. Je vais pas te lâcher, hein. Allons-y. Et franchement, c'est dit, on peut prendre des billets en train. Si j'ai maintenant hâte de côtoyer des volcans actifs, j'aimerais aussi comprendre comment les populations vivent à leur contact. Car Anxem, qui est guadeloupéen, m'a montré par le passé que ce cadre de vie construit un rapport au monde et aux risques bien singulier. Nous voilà donc quelques mois plus tard, prêts à nous envoler en quête de réponses à nos interrogations vers les volcans actifs français. Entre la Montagne Pelée en Martinique, la Soufrière en Guadeloupe et le piton de la Fournaise à La Réunion, moi qui ai toujours voulu visiter les Outre-mer, là, je vais être comblée. Ça y est, on quitte avec joie la grisaille de l'Hexagone, direction les Antilles. Position atterrissage, merci. Mesdames, Messieurs, bienvenue en Martinique, aéroport Aimé Césaire. Il est 15h20 en heure locale et la température extérieure est de 32 degrés Celsius. Bienvenue en Martinique. Il fait chaud. Ça fait un peu chape de plomb quand même. Ouais, mais c'est vrai. Trop content d'être là. C'est par la Martinique que l'on débute notre périple. La Montagne Pelée a fait de ce territoire l'un des plus gravement touchés au monde par un cataclysme volcanique. Le 8 mai 1902, la ville de Saint-Pierre, au nord-ouest de l'île, fut complètement pulvérisée par le souffle d'une éruption explosive sans précédent qui fit près de 30 000 morts. On entame notre excursion martiniquaise à Case-Pilote, où l'on s'apprête à rencontrer, plus d'un siècle après l'éruption, Colette Molinard, la petite fille d'un rescapé de la catastrophe. Son histoire, le grand-père de Colette l'a racontée dans un livre, et au travers de photos et de récits qu'il prit soin de transmettre à ses descendants. Donc votre grand-père et votre mère. Mon grand-père et ma grand-mère, âgés de
tout jeune, 20 ans. Ils avaient 20 ans. La famille Croquet qui, comme je l'avais dit une fois, a payé un lourd tribut à cette éruption parce qu'il y a quand même 45 membres de sa famille proche, de la famille de mon grand-père, qui ont trouvé la mort. Mais qu'est-ce qui a fait que lui a échappé C'est un coup de chance. Comme il dit, il a été sauvé malgré lui. Parce qu'il y a des tantes, une tante qui avait 3 petites filles avec elle, qui avait très peur de rester, et qui lui a demandé de les accompagner au Lamentin pour habiter sa famille à elle. Donc, le matin, il va rejoindre les personnes en question. Il a failli manquer le bateau parce qu'elles étaient en retard. Et au dernier moment, il a sauté parce qu'il connaissait le capitaine qui était un cousin. Qui a rapproché le bateau pour lui. Et il a pu s'en aller en compagnie de ses membres de sa famille. Et puis, à 8h moins 10 le 8 mai, donc, le ciel noir, de la cendre qui tombe, une pluie de cendre. Et puis voilà, il a compris qu'il y avait un gros problème. On a du mal à le concevoir, à l'imaginer quand on ne l'a pas vécu. Mais alors lui, ça a dû être un traumatisme énorme. Même au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours de la chair de poule et un petit trémolo dans la voix. Je suis toujours émue parce que c'est incroyable que quelqu'un puisse subir un tel traumatisme, c'est vrai. Vous vous rendez compte, à 19 ans, il se retrouve du jour au lendemain sans famille. 7 frères et sœurs, papa, maman, oncle, tante, cousin, cousine. C'est énorme, c'est énorme. Je comprends au contact de Colette que le traumatisme subi s'est ancré dans la mémoire collective, quand bien même la plupart de ceux qui l'ont vécu refusaient d'en parler. Mais la transmission reste importante. C'est pourquoi on se rend avec Anxem au mémorial de la catastrophe de 1902. Permis d'évaluer que les températures de la nuit ardente ont oscillé entre 470 et 540 degrés Celsius. Ces objets du quotidien fondus, agglomérés, décolorés. Là aussi, je peux dire que ça s'est agglutiné à ce point. C'est le bourdon de l'église là, qui a fondu sous l'effet des flammes. Tu sais, quand la ville a pris feu après là. La ville a été détruite en un instant T, en moins d'1 minute. Il était important pour nous de rendre hommage aux victimes, placer cette mémoire au centre du musée, avec cette liste de 7045 noms de victimes identifiées à ce jour. Et on voit que effectivement, ce mémorial qui manquait jusqu'alors a trouvé un écho dans les visiteurs. Généralement, les gens cherchent leur patronyme au sein des noms. Ils ont été demandeurs à ce qu'on augmente la luminosité de manière à pouvoir vraiment bien lire les noms. Le nombre de personnes là, et il n'y en a que 7500 quoi, à peu près. Je sais pas si ça aide à se rendre compte, mais... Ouais, quand même. Mais mon grand-père racontait que il y avait donc des jeunes gens qui faisaient de la gymnastique le matin à Saint-Pierre sous la conduite de leur professeur. Et qu'après l'éruption de la montagne Pelée, il y a des personnes qui se sont rendues à Saint-Pierre en canot. Et arrivant sur le bord de mer, ils ont vu accrochés aux arbres qui étaient là des formes humaines. Ils se sont approchés et chaque fois qu'ils en ont touché une, elle tombait en cendres au sol. L'éruption de 1902, parmi les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité, fut la première de ce type jamais observée. Elle donna le terme scientifique d'éruption péléenne, du nom de la montagne Pelée. C'est malgré tout confiant, ou inconscient peut-être, qu'on décide de séjourner dans une auberge située sur son flanc. Bon ben, allons à l'auberge. Mais sa tête, elle, est pour l'instant dans les nuages. Alors, cette première journée en Martinique?
la première journée aux Antilles même. C'est vrai. Donc contente de découvrir, mais après le premier jour est quand même compliqué. Assez dur Oui, là, avec la visite du mémorial, c'était fort. C'était quelque chose. Et puis l'histoire de Colette aussi, et de son grand-père. J'ai trouvé ça très émouvant. Ouais, complètement. Et demain, on essaie de monter à l'appelé. Ouais. Va falloir se reposer par contre, parce que là, je t'avoue que je suis exténuée. Ah, mais moi de même, du coup, je vais te laisser. Yes. Dors bien. Toi aussi. Et on se retrouve demain. Ça marche. Salut. Bon, apparemment, la montagne Pelée ne veut toujours pas se montrer. Ah oui, avec la petite pluie. Ouais. On commence à bien pleuvoir. Là. On se voit qu'on a les épais. Ce matin, on doit retrouver Georges Boudon, un volcanologue et professeur émérite de l'Institut de physique du globe de Paris, que j'avais contacté pour préparer notre voyage. Et il s'est proposé d'être notre guide dans cette aventure. Bonjour. 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 Georges. Enchanté. Enchanté. Bon. Écoutez, alors, le problème, je vous avais donné rendez-vous là pour monter à l'appelé. Voyez le temps. C'est quand même très difficile. On va être dans le brouillard en permanence, on va rien voir. Donc, à mon avis, ça vaut pas le coup de monter aujourd'hui. Moi, je vous propose autre chose. On va aller à l'observatoire. On va aller visiter l'observatoire. C'est à l'intérieur. On voit même s'il pleut là-bas, on sera protégé. Alors, parfait. Très bien, on y va. On vous suit. Sur la route de l'observatoire, j'ai l'occasion de me rendre compte d'à quel point la météo peut changer rapidement dans cette région du monde que Georges connaît par cœur. On va voir là maintenant, dans les jours qui viennent, là, des volcans de zone de subduction. Alors ces volcans de subduction, ce sont des volcans qui sont relativement, même parfois, très explosifs. Et en fait, la subduction est due à deux plaques, l'Atlantique Nord et la plaque Atlantique Sud, qui s'enfoncent, qui subductent sous la petite plaque Caraïbe. Et puis cette plaque, elle s'enfonce, elle va descendre jusqu'à 100-150 km de profondeur, et là, elle va commencer donc à devenir ductile, à commencer à fondre, et ça va permettre à ces magmas de remonter jusqu'à la surface et de donner des éruptions. Assez intuitivement, on imagine une éruption comme une projection et un écoulement de lave incandescente. Mais aux Antilles, les volcans produisent des éruptions bien plus dangereuses. Des éruptions dont l'explosivité détruit une partie du volcan et engendre des nuages et des pluies de roches et de cendres volcaniques brûlantes, les bien nommées nuées ardentes. Alors, pour éviter le pire, l'observatoire surveille les différents indicateurs qui pourraient annoncer une éruption, comme les séismes d'origine volcanique que Jordan Corbeau, la directrice adjointe, étudie chaque jour. Voilà, là on a vu sur la montagne Pelée. C'est appréciable. Voilà, donc tout là, en contrebas, vous avez Saint-Pierre. D'accord, ok. Avec plus loin là-bas la pointe, la mare du Prêcheur. Ouais. Donc là, c'est la salle de dépouillement. C'est là où on va traiter, analyser les données qui nous arrivent en temps réel. Bonjour, je vais vous montrer. Bonjour. Donc on a un système informatique qui nous permet de suivre toutes les données en temps réel et de pouvoir détecter quand il y a des séismes, par exemple. Chaque jour, il y a quelqu'un qui va regarder les données de toutes les stations, de tout le réseau. Chaque jour, on va défiler heure par heure pour identifier les séismes. Et donc pour les plus importants, on va pouvoir ensuite les localiser, l'emplacement du séisme. Donc en règle générale, en grande majorité sous la Pelée, ils sont situés à environ 1 km à 1,5 km sous le sommet. Mais a priori, sous les volcans, on dépasse rarement les magnitudes 4. Mais là, pour l'instant, on est plutôt sur une pente descendante. Il est probable que dans les prochaines semaines ou mois, on décide que la crise est terminée et qu'on redescende au niveau vert. Enfin, qu'on préconise de redescendre au niveau vert, puisque de toute façon, c'est pas l'observatoire qui décide des niveaux d'alerte, c'est la préfecture, donc les autorités. Le temps sur place nous manquant,
Je décide d'abandonner Anxem et Georges, partis en apprendre plus sur le passé de Saint-Pierre, pour me rendre de mon côté à la préfecture à Fort-de-France, afin de saisir ce qu'impliquent les niveaux d'alerte et les dessous d'une gestion de crise volcanique. Dans un territoire comme la Martinique qui est sujet à de multiples risques, nous parlons du risque volcanique, il y a aussi le risque sismique, il y a le risque submersion. Et à chaque niveau de vigilance correspond des moyens qui peuvent être mobilisés par le préfet, qu'il ne peut prendre que lorsqu'un certain niveau de vigilance est atteint. Il s'appuie aussi sur les avis des maires, des sous-préfets, et bien sûr sur les services de secours, qu'il s'agisse des services de secours de sécurité publique ou des services de secours civil, sécurité civile. Anxem, particulièrement sensible au patrimoine antillais, a souhaité se plonger dans l'histoire de Saint-Pierre, qui était, avant l'éruption, la capitale fastueuse de la Martinique. Georges le guide à travers les ruines de 1902. Et il y avait donc le quartier du Fort. Et cette église donc, a été détruite toujours par l'éruption de 1902. Et ce qui est assez caractéristique, c'est de voir par exemple ces blocs là, qui sont une partie qui correspond des morceaux du fronton qui a été soufflé. Oui. Donc là, on monte les marches donc, de l'entrée de l'église. Donc là, on est à l'entrée de l'église et puis tous les blocs du fronton qui sont tombés. C'était quand même des murs qui étaient très épais, qui ont pu être détruits. Ça montre la puissance de l'énergie libérée par ces explosions qui est extrêmement importante. Qu'est-ce qui fait que l'église n'a pas été reconstruite ? Alors ça, je ne sais pas. Et je trouve que c'est bien de la laisser comme ça, parce que c'est un beau témoignage justement de l'effet destructif de l'éruption. Il y a encore des colonnes. Là. Oui. Au pied de la Vierge des Marins qui domine la baie de Saint-Pierre, Anxem va à la rencontre de Charles Noélé, un habitant et grand connaisseur de cette ville qui a su renaître de ses cendres. Bonjour. Ça va bien ? Oui, très bien. Bienvenue à Saint-Pierre. Merci. Pour la Vierge des Marins. Cette statue a été soufflée par l'éruption de 1902. Elle est tombée sur la plage. Elle est restée sur la plage jusqu'en 1921, intacte. Il y avait juste la main qui était sortie. Et les pêcheurs, les habitants forts de Saint-Pierre, l'ont hissée à nouveau sur son promontoire en 1921 pour qu'elle protège à nouveau la ville. Donc parmi les monuments et les bâtiments qui sont restés de l'ancien Saint-Pierre, il y a du coup la cathédrale et la statue qu'on voit là. Alors il y a la statue, effectivement, qui a été érigée. La cathédrale qui est en ruine, qu'on a reconstruite tout de suite. D'ailleurs, elle avait été construite par tous les habitants de Saint-Pierre. Ma grand-mère, côté maman, elle m'a dit qu'elle allait chercher du sable pour reconstruire la cathédrale. Tous les gens ont mis la main à la pâte, parce que c'est symbolique de commencer par construire l'église. Le soir venu, je retrouve Anxem sur la plage de Saint-Pierre. Le sable y est noir car d'origine volcanique. Mais le ciel, lui, s'est éclairci. Et ça laisse présager d'une belle journée demain pour monter à la Pelée. On voit pas à 10 mètres. Faudra voir avec Georges. Oui, s'il en dit, mais c'est pas très positif pour l'instant. J'ai un peu peur qu'on puisse pas monter aujourd'hui. Bah. Bonjour. Bonjour Georges. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va ? Ouais. Ouais, bah aujourd'hui c'était un peu notre dernier espoir pour monter, mais bon, je pense que c'est compromis là. Oui, là je crois que c'est complètement mort. Hein. Vu la couverture nuageuse, je pense que c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Mais Georges n'est pas franchement du genre à renoncer. Et face à notre déception, il nous propose de tenter l'ascension du volcan par son flanc ouest, un peu moins exposé aux intempéries, mais dont le sentier n'est plus balisé ni entretenu. Alors, nous sommes ici dans un lieu qu'on appelle la Grande Savane, donc on est remonté tout le flanc ouest du volcan, on est à peu près à 500 mètres d'altitude, et on va essayer de monter, on va voir en fonction du temps. Bah allons-y. Donc voilà, on est parti.
Bon, ça a beau s'appeler la Grande Savane, en réalité on est quand même plus proche d'une gigantesque jungle. Vous entendez les siffleurs Ouais. là Ah, on s'entend bien là. 3-4 sons différents. Admirez la belle vue là. Donc on est ici sur la crête du Mont de Plumet. Hein. Donc on voit bien le volcan, le dôme de 1929 là, qui est encore dans les nuages. Et puis cette espèce de limite qui se prolonge après par la crête, dans lequel sont installés les dômes de 1902, 1905 et 1929, 1932. Est-ce que par rapport aux prochaines éruptions, elles risquent d'avoir les mêmes trajectoires, du coup repasser exactement? Non, si c'est une éruption plinienne, ça va former une explosion verticale avec un panache qui va monter à une colonne éruptive qui va monter à 20-30 km d'altitude. Si c'est une très très grosse éruption, même au-delà, ça peut aller jusqu'au Piton du Carmé et pour les particules les plus fines, peut-être même jusqu'à Fort-de-France. D'accord, ok. Alors là maintenant on peut le dire. On l'a fait? On l'a fait. C'est cool. Bon, on a fait à moitié. Enfin, pas à moitié, mais on n'est pas arrivé jusqu'au sommet. Mais oui, le nuage. Voilà. Le nuage, c'est ça? Oui, la bandeau de nuage. Mais bon, au moins, on a déjà la belle vue sur la baie de Saint-Pierre. Franchement, ça valait le coup. Et volcan actif, mon premier. C'est ton premier. Il nous en reste 2. Ouais, Soufrière. Mais avant ça, va falloir descendre. C'est vrai. C'est une paire de manches. Ouais. Bah, on se retrouve en bas. Salut. Ça y est, d'un saut de puce, on rejoint la Guadeloupe, terre natale d'Anxem qu'il me vante depuis des années. Entre lui et Georges, je ne pourrais pas être mieux accompagné pour enfin découvrir cette île. Bon, nous voilà arrivés en Guadeloupe. Donc on va pouvoir voir la Soufrière en espérant qu'on ait plus de chance que sur la montagne Pelée. Ouais. C'est au sud de la Basse-Terre que se trouve la Soufrière. Du dôme de lave principal de ce volcan explosif s'échappent régulièrement des fumerolles de soufre, qui lui ont valu son nom. Mais la Soufrière est notamment connue pour ses éruptions phréatiques, qui peuvent se révéler particulièrement dangereuses. Alors, une éruption phréatique, c'est lorsqu'on a soit une remontée de magma dans les conduits, soit une remontée de gaz très chauds qui vont réchauffer les nappes phréatiques superficielles, les mettre sous pression, les vaporiser, mettre sous pression, et ces nappes vont se détendre brutalement quand la pression est trop forte et vont créer, donc vont arracher tout l'encaissant qui est autour de l'explosion et vont entraîner des explosions, ce qu'on appelle des explosions phréatiques, qui vont entraîner un panache qui monte à quelques kilomètres de hauteur. Celle de 1976-77, c'est une éruption qui reste vraiment ancrée, marquée dans les mémoires de la population. On aperçoit enfin la Soufrière, que les Guadeloupéens appellent avec respect et affection la vieille dame. Arrivés à Saint-Claude, commune située au pied du volcan, Anxem et moi partons à la rencontre de René Saminadin, un habitant ayant vécu de près l'éruption de 1976 qui ne fit par chance aucune victime. Donc en 1976, j'étais hospitalisé dans une clinique qui se trouve au pied de la Soufrière, parce que je m'étais pété la cheville. Et le lendemain matin, j'attendais qu'on vienne me chercher pour mettre une plate. D'accord. Et à 10h du matin, alors qu'il y avait un beau soleil, alors qu'on découvrait toute la côte, brusquement, on a senti une odeur nauséabonde. Il a fait nuit noire. Et on a vu des choses qui tombaient du ciel. C'était pas le ciel qui tombait, mais c'était la Soufrière qui crachait les cendres. D'accord. Donc à ce moment-là, panique à bord. Ouais, la clinique, tout le monde essayait de ceux qui pouvaient marcher par terre. Moi, je ne pouvais pas marcher. J'ai attendu, je me suis dit, bon, mourir pour mourir, on va mourir sur place. Hein. Et alors, ma femme et mes enfants, eh ben, ils sont boivés les intempéries, ils sont montés vers la Soufrière.
à la clinique me chercher. D'accord. Et nous sommes partis dans le Nord. On est resté 6 mois là-bas. Ah oui, vous avez été délocalisé 6 mois. Voilà, c'était en juillet. Mais ça a été la première phase de la soufrière. Ouais. Parce qu'après, au mois d'août, il y a eu l'évacuation totale des habitants jusqu'à Capesterre. 64 000 personnes ont été évacuées. Mais il y a des gens quand même que ça a traumatisé. Beaucoup de gens ont été traumatisés. C'est à la fois, enfin moi je le perçois comme ça, c'est à la fois une forme et de fatalité et de résilience complète qui va avec la vie sur une île volcanique, quoi. Oui, oui, bien sûr. On vit avec notre volcan. Oui. Et quand il fait beau, on regarde le volcan avec plaisir. Donc il n'y a pas tellement cette crainte-là, ou en tout cas pas suffisamment pour que ça... Les voix du Seigneur sont impénétrables, mais brillantes. Comme nous le confiait René, après qu'on ait été interrompu par le son des cloches, beaucoup de Guadeloupéens ne craignent finalement pas vraiment de vivre au pied d'un volcan. Une autre menace naturelle pourrait être bien plus dangereuse. Les tremblements de terre dus à la subduction. Et Georges souhaite justement me présenter à un vieil ami spécialiste du sujet. Bon, là on va rencontrer Christian Ténor en Bazac. D'accord. C'est quelqu'un que je connais bien, je le connais depuis 40 ans, puisqu'on a travaillé ensemble aux observatoires. Et c'est quelqu'un qui connaît bien les séismes. Ok. On a vu le volcan, le risque volcanique, et bien sûr il y a un autre risque important, un risque tellurique important aux Antilles. Alors si tu peux nous parler un petit peu de ce risque sismique. Et effectivement, les petites Antilles se trouvent dans une zone de compression de plaques tectoniques. Et cette zone de compression peut nous amener des tremblements de terre de magnitude importante, au-delà de 8. Et donc fera des dégâts importants dans la plupart de nos îles tout autour de nous. Et ça n'est pas du tout prévisible. Oui, contrairement au risque volcanique. Contrairement au volcan, qui lui se met longuement à l'avance en activité, et on voit avec des précurseurs divers et variés, on voit l'évolution de l'énergie dans le volcan. On peut avoir donc à tout instant un tremblement de terre de type de 1843, aussi puissant parce qu'il y a tellement longtemps, presque 2 siècles, où l'énergie ne s'est pas dissipée. Donc on a ce que j'appelle un gap énergétique qui nous manque quelque part un séisme majeur qu'on appelle le Big One, qui risquera de se produire dans nos sociétés actuelles. Finalement, en fait, le plus grand danger pour la Guadeloupe, il n'est pas forcément là où on le croit. Alors, le plus grand danger, sournoisement, reste le risque sismique. Ça ne prévient pas du tout. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de précurseur. C'est-à-dire que ça se passe en quelques secondes. Là, il faut être préparé, il faut être prêt et réagir très vite de façon à pouvoir se mettre en sécurité. Christian fait d'ailleurs partie de l'AGEV, l'association guadeloupéenne d'éthique et de vigilance qui prépare les populations au risque sismique. Avec Georges, on va rencontrer Luc Reynette, fondateur de cette association pour laquelle il a conçu le Sismobus, un véhicule simulant des tremblements de terre. Nous sommes assez fiers de dire que nous sensibilisons entre 2800 et 3000 personnes chaque année. Nous avions une relative culture du risque cyclonique, mais en ce qui concerne le risque sismique, on n'était pas du tout à jour. Le premier réflexe, moi qui ne connais pas du tout le risque sismique, si j'en connais un, le premier réflexe c'est de me mettre sous une table. S'il y a une table. S'il y a une table. Alors on dit souvent mettez-vous sur la table, mais il faut tenir les pieds de la table, parce que pendant longtemps, même dans l'enseignement, on disait mettez-vous sur la table. Mais si on s'est mis sur la table et qu'on ne tient pas les pieds, eh bien, le mouvement d'accélération qui est produit par le séisme fera que la table va se déplacer dans l'espace. Oui. Et vous vous appuyez sur la tête. Donc en tenant les pieds, vous êtes entraîné en même temps que la table et votre tête sera protégée. Déjà, il ne faut jamais rester dans la salle la plus grande, ni la salle à manger, ni le séjour. Habituez-vous à quitter la salle sans paniquer et aller dans le WC, là où il y a la plus petite surface au plafond. Oui. Et pourquoi ça ? Pourquoi une salle plus petite ? Parce qu'il y a moins de risques, il y a moins de surface d'effondrement. Mais plus l'espace est grand, et plus vous avez des risques effectivement que ça s'effondre. Voilà. D'accord, ok. Alors moi, je viens de région parisienne où il se passe pas grand-chose, ça bouge pas trop, donc c'est difficile pour moi de concevoir ce risque sismique-là. Je pourrais tester le Sismobus ? Alors, vous allez tester une simulation de ce qui s'est passé le 17 août 1999 en Turquie. Alors, ce tremblement de terre de 7,4 seulement a quand même causé la mort de près de
20 000 personnes. Les conséquences désastreuses de ce séisme s'expliquent notamment par le fait que la région touchée se trouvait sur une immense faille géologique instable. Mais je dois dire que même à l'abri dans le sismobus, j'appréhende un petit peu d'en ressentir les secousses. Alors, quand vous allez... on le fait à blanc déjà. Vous vous accroupissez comme ça. Et tout à l'heure, quand ça va trembler, parce que ça va trembler, mais il faut donc garder les pieds bien au sol, tenir les pieds de la table et surtout fermer les yeux. D'accord? On y va, on y va. Parfait. Vous vous relevez. C'est bien. 2 séismes en quelques secondes. Ah oui, ben là, ouais. Et puis c'est allé crescendo en c'est vrai, ça augmente. C'est ça. Je crois que lorsque ça commence, on se pose la question comment ça va évoluer. Oui. Et on espère que ça va rester à ce niveau-là. Et puis petit à petit, ça augmente. On se pose la question si le bâtiment va tenir. En tout cas, grâce à vous, merci. J'ai ces réflexes-là, enfin en tout cas une partie. Alors peut-être que ça me servira, j'espère pas. Mais en tout cas, au moins je suis préparée et je pourrais en parler aussi à ma famille, complètement. C'est le but. Je n'ai pas connu. Donc, voilà, au plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Au revoir. Ce matin, on démarre sur les chapeaux de roue. La soufrière est exceptionnellement bien dégagée, ce qui est plutôt rare. Carole Berthaud, physicienne adjointe à l'Observatoire de Guadeloupe, nous a donc appelés pour monter au volcan. Et je me concentrerai parce que... Ouais, ça serait excellent. Okay. Donc voilà, super, vous avez mis vos casques. Les masques, pour l'instant, on ne les met pas. On monte avec, vous prenez bien 2 cartouches par masque. On va monter jusqu'à Gouffre 56, on fera une pause. Et une fois qu'on est à Gouffre 56, on s'arrête, on met les masques tranquillement et ensuite on reprendra notre montée jusqu'à arriver au sommet. Très bien. Et on va avoir une vue magnifique sur les Saintes aussi peut-être. Hein. Voilà. Seules les personnes avec des guides ou avec nous, avec quelqu'un de l'observatoire, peuvent rentrer dans cette zone-là. Royal. Voilà. Je vais vous laisser passer. Elle est plus dure que la pelée. Ah ouais? Je sais pas. La pelée, c'était... Il y avait de la végétation, quoi. Mais là, ça monte bien. Ouais, ça monte bien, ça monte bien. Et bon. On va y arriver, hein. Si on y arrive, vous le saurez dans le prochain épisode. Oh, le cliffhanger. Donc à partir d'ici, on peut voir cratère sud. Okay. C'est dans une fissure, c'est très dangereux. Les gens peuvent tomber dans cette fissure-là. Donc c'est une zone qui est maintenant interdite aux guides et aux randonneurs. Il n'y a que les scientifiques de l'observatoire qui peuvent venir. Faut monter vite parce que ça se couvre. Profitez du beau temps. Grâce à Georges qui nous a ouvert les portes des observatoires et Carole qui nous accompagne aujourd'hui, on a l'immense privilège de suivre les pas des chercheurs et de découvrir d'incroyables sites normalement inaccessibles.
Alors à partir d'ici, on met les masques. Donc vous pouvez sortir vos masques. Et donc ceci se met au-dessus du crâne. Donc on met le masque, voilà, comme ceci. On va tirer vers derrière. Hop, bien le fixer. On peut l'ajuster si besoin. Là. En enfilant les masques, on se rappelle de la dangerosité de ce volcan, qui ne réside pas seulement dans son potentiel éruptif. Les vapeurs de soufre qui s'en dégagent sont brûlantes, acides et toxiques. Allez. Et à cet instant précis de notre voyage, je réalise enfin que je côtoie au plus près un volcan actif. C'est comme le voir, l'entendre et le sentir respirer. L'activité de gouffre 56, oui, elle a augmenté ces dernières années. Mais ce gouffre 56, c'est la partie est de toute la fracture Napoléon. Voilà. Qui part de Tarissan et qui arrive jusqu'ici. On va avoir une vue là-haut extraordinaire. On continue? Super. Après l'ascension avortée de la montagne Pelée, on atteint pour la première fois le sommet d'un volcan actif. Et quel sommet! Le paysage là-haut paraît complètement irréel. Donc à partir de là, on peut dire qu'on est au sommet de la Soufrière. Le sommet exact est tout au-dessus, au fond. Voilà. Et maintenant, on est sur un site qu'on appelle Napest, Napoléon-Est, avec 3 fumerolles. Une fumerole qui est ici, la deuxième et la troisième, elle est juste derrière. Voilà, donc ce sont des fumerolles qu'on analyse une fois par mois à l'aide d'un multigaz pour avoir les compositions CO2, SO2, H2S. Si ça change, ça sera moins alarmant et ainsi de suite. Voilà. Bon bah ça y est. Là, on peut dire qu'on l'a vraiment fait. Ouais. Jusqu'à la Pelée d'ailleurs. Et le sommet de la Soufrière. Et toi, t'es au sommet de ton île du coup? Ouais, franchement, je suis très content. Je l'ai jamais fait et c'est... Bon, là, ça se couvre. C'est magnifique. Mais vraiment. Bien joué. Bien joué à toi aussi. Meilleure équipe. Yes. Bon bah maintenant on redescend. Ça marche. Il nous reste plus que la réunion. C'est vrai ça? Allez, passe devant. Et à la prochaine. Mais impossible de quitter la Guadeloupe et les Caraïbes sans profiter un peu des plages paradisiaques. Mais oui, du coup, c'est la première fois que tu viens ici. Ici, c'est la plage de Grand'Anse. Incroyable. Ouais, très, très magnifique. Ouais, elle est connue pour son coucher de soleil et tout. Ouais, c'est super beau. Hein. C'est super beau. Pendant qu'on est sur la plage, j'ai une question genre. Ouais. Est-ce que, par exemple, en Guadeloupe, il y a des volcans sous-marins? Alors, non, il n'y a pas de volcan sous-marin. Le seul volcan actif, c'est la Soufrière. Il n'y a pas d'autres volcans sous-marins. Et alors, des volcans sous-marins, il y en a ailleurs. Il y en a plein sur la planète, des volcans sous-marins. Et notamment, à Mayotte, il y a eu la naissance d'un volcan sous-marin qui a une hauteur, par exemple, supérieure à la hauteur du Puy de Dôme. Et alors, ce volcan, donc, il a été suivi par un observatoire qu'on appelle le Revosima, et dont le siège est à l'observatoire du Piton de la Fournaise, à La Réunion. Donc, comme on va aller à La Réunion, on pourra discuter de tout cela, du Piton de la Fournaise et également donc, de ce volcan sous-marin de Mayotte. Ok, super. Cette fois-ci, impossible de voir ce volcan, et encore moins de le gravir. On quitte donc les Antilles, direction l'hémisphère sud, à plus de 12 000 km de là, pour rejoindre l'île de la Réunion. Et
Et c'est une vraie chance pour nous que l'Observatoire du Piton de la Fournaise, dirigé par Aline Pelletier, assure aussi la surveillance de ce fascinant volcan sous-marin, le dernier né des volcans actifs français. Et du coup, comment est-ce que le volcan a été découvert? C'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est l'activité sismique? Qu'est-ce qui fait qu'on a découvert? Alors, jusqu'en 2018, il y avait très peu d'activité sismique sur Mayotte, et aucune activité volcanique depuis plusieurs milliers d'années. Donc, il n'y avait pas un suivi particulier de l'activité, il n'y avait pas d'observatoire volcanologique. Et donc, en mai 2018, il y a eu ce qu'on appelle une crise sismique, donc avec beaucoup de séismes, dont certains qui ont été ressentis par la population pendant plusieurs jours et même plusieurs mois. L'île de Mayotte a enregistré plus de 850 séismes, des secousses à répétition. Oh mon Dieu! Le jour, la nuit. Depuis 3 semaines, les Mahorais vivent au rythme des secousses. Stressés, épuisés, surtout par des nuits sans sommeil. Vous imaginez que ça fait 1 mois que c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on est réveillé chaque nuit par des tremblements de terre qui ne cassent pas encore les maisons, encore que ça commence à se fissurer d'un peu partout. Des bâtiments fissurés comme cette école. Certaines salles de classe ont été temporairement fermées. Chaque tremblement de terre fragilise un peu plus les constructions. Et donc, ce qui a fait s'inquiéter la communauté scientifique. Et donc, l'État a mis en place des moyens pour pouvoir mieux comprendre cette sismicité, en mettant plus d'instrumentation à la fois sur terre et en mer. Des scientifiques se sont donc rendus sur les plages de Petite Terre, où ils ont constaté et mesuré un important dégazage de CO2 lié à l'activité volcanique en profondeur. Incroyable. Et là, il y en a plein, là. En 2019, une campagne océanographique est donc lancée dans les eaux de l'océan Indien qui entourent Mayotte. C'est sur le navire Marion Dufresne que les scientifiques à son bord assistent à cet événement historique, la naissance sous leurs yeux d'un volcan sous-marin à 50 km au large de l'île. Oui, il y a un volcan. Ça a l'air très large comme système. Ouais. Mais là, il n'y a pas de doute. On va faire plonger là-dessus. Ce nouveau volcan est apparu sur les écrans des chercheurs grâce à des sondeurs multifaisceaux permettant de scanner ce qui se trouve sous le navire. Ces sondeurs envoient des ondes acoustiques vers les profondeurs, et lorsque ces ondes atteignent le fond, elles sont réfléchies vers la surface. Et en connaissant la vitesse de propagation du son dans l'eau, les chercheurs sont capables d'en déduire des variations de profondeur, et donc de déterminer le relief de ce volcan sous-marin. C'est incroyable. Ah ouais. C'est incroyable. Regarde. C'est incroyable. À 3000 mètres de fond, c'est très rare de détecter des choses comme ça. Ça veut dire que ça dégaze à mort. Si on m'avait dit que j'allais voir ça une fois dans ma vie, j'aurais jamais Pareil. Pareil. L'éruption sous-marine qui a donné naissance au désormais baptisé Fanny Maoré est la plus importante jamais instrumentée. Le volume de lave expulsé lors de cette éruption était tel qu'en 1 an, le volcan a grandi de 800 mètres. En comparaison, sur une même période de temps, le Piton de la Fournaise à La Réunion n'aurait grandi, lui, que de 80 mètres. Il est là? Et du coup, ce volcan, en termes de caractéristiques, de profil, il est comment? C'est une très grosse éruption. On dit que c'est la plus grosse éruption sous-marine instrumentée depuis qu'on étudie les volcans sous-marins. Et en termes de volcanisme effusif, on dit aussi que c'est la plus grosse éruption effusive depuis l'éruption du Laki en 1783. C'est pour vous montrer un petit peu l'ampleur du phénomène. Les débits ont atteint certainement jusqu'à 200-400 mètres cubes par seconde. Là aussi, si on compare au Piton de la Fournaise, une éruption moyenne au Piton de la Fournaise, c'est 4 à 10 mètres cubes par seconde. Donc c'est des ordres de grandeur beaucoup plus importants. C'est pour vous montrer quand même l'ampleur du phénomène. Et pour montrer aussi l'ampleur du phénomène, on a quand même des séismes de magnitude 5.9, ce qui est quand même énorme. Ici, on est en contexte intraplaque, on n'est pas dans une zone où on a normalement des séismes forts. Donc ça vous montre quand même la puissance de l'éruption. Le navire, habitué à écumer les eaux de l'océan Indien et de l'océan Austral lors de missions de recherche océanographique, est densément équipé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les scientifiques n'ont pas lésiné sur les technologies employées pour partir à l'abordage de ce volcan.
on est dans les bulles. Des caméras ont été envoyées pour filmer et scanner les fonds marins et en déduire l'échelle de grandeur de l'édifice. T'imagines ces panaches de fumée ou de gaz C'est incroyable. au niveau terrestre, ça serait assez impressionnant, je pense. Des scanners et des sondes de prélèvement ont permis d'en étudier ses caractéristiques. Mais le plus incroyable, c'est qu'à l'aide d'outils de dragage, les chercheurs ont pu récolter par près de 3000 mètres de fond de la lave qui sortait du volcan. Ah, ça crépite. C'est de la lave. C'est complètement dingo. L'odeur, complètement dingo. Alors voilà les échantillons qui ont été ramenés lors des dragages sur cette éruption, de différents dragages. C'est un basalte, c'est une lave très très sombre. Et on voit la partie très vitreuse, c'est-à-dire quand cette lave arrive par 4000 mètres de fond, elle va être refroidie rapidement, trempée, et ça forme cette espèce de carapace là, très, très lisse, très brillante. Ok. Donc voilà, donc les 5-6 km3 de magma qui sont sortis donc, ont cette composition. Vous arrivez à tirer quoi comme information de cette roche-là? On arrive à tirer donc, la composition et déterminer comment le magma s'est formé, à quelle profondeur, le temps qu'il a mis aussi pour monter. Il faut dire que c'est un réservoir qui est situé au niveau du manteau, hein, par à peu près, je sais pas, 50 km de profondeur, 45 km de profondeur, et donc qui est donc très, très primitif. D'accord. On laisse derrière nous le Fanny Maoré et on quitte l'observatoire pour tourner notre regard vers un dernier volcan. Bon, mais bienvenue pour voir un super volcan, le Piton de la Fournaise, qu'on voit d'ailleurs au fond, là, puisque le temps est super dégagé. Ouais, c'est magnifique. Donc c'est un volcan, vous allez voir, qui est immense, contrairement à ce qu'on a vu donc, jusqu'à présent, la Soufrière de Guadeloupe ou la montagne Pelée de Martinique. Ok. Bah, hâte de le grimper en tout cas. Le Piton de la Fournaise compose en fait un tiers de l'île. Et contrairement au volcan antillais, il est tellement grand qu'on ne peut pas réellement distinguer sa silhouette complète. C'est une caractéristique des volcans à coulée de lave, bien moins dangereux que les volcans explosifs. Et forcément, tout ça amène une perception du volcan bien différente. Sur la plaine des Cafres, à la jonction des deux volcans qui composent l'île, Fabrice Boyer, agriculteur et amoureux transi de ces terres, se confie à nous sur ce rapport émotionnel qu'entretiennent les habitants avec leurs volcans. J'ai un vrai respect pour les volcans, et notamment la Réunion, à travers le Piton des Neiges et le Piton de la Fournaise, parce que c'est vraiment ça qui a donné naissance à l'île, en plein milieu de l'océan Indien, il y a 5 millions d'années. Et ici, à la plaine des Cafres, on a vraiment chaque repère qui sont les pitons qui donnent vraiment cette vision en fait, du volcan qui est toute la Réunion. Oui. Et dans l'inconscient, on n'est pas conscient que la Réunion est un volcan. Et d'abord, un volcan, ça emmène la vie. Par le feu. Eh oui. Ouais. Ça paraît paradoxal, mais ouais. Ça paraît paradoxal par le feu. Par exemple, en 2007, une des éruptions du siècle connue de l'homme, 60 millions de mètres cubes de lave, je crois, où ça a créé, à côté du village du Tremblay, dans l'enclos, un enfer, pendant quelques mois, un enfer volcanique, où on voit vraiment la puissance du volcan, où cela, il rappelle aux hommes et à leur vanité que c'est lui l'acteur principal ici. Oui. Nous, on est juste spectateurs. Oui, et vous subissez un peu C'est ça. Ces humeurs. Lui, c'est le grand acteur, autant dans la destruction
que dans la construction. On comprend ici à La Réunion qu'un véritable lien spirituel, voire sacré, unit les habitants à leur volcan. Georges souhaite justement nous montrer quelque chose à Sainte-Rose. Ce village a été affecté par une coulée de lave en 1977. Alors si on se retourne, on voit le volcan un petit peu dans les nuages. Alors les coulées s'écoulent généralement dans l'intérieur de l'enclos Fouquet. Vous savez, cette grande dépression qui est ouverte vers l'est, donc sur la mer. 99% des coulées s'écoulent dans une zone donc non peuplée. Mais de temps en temps, on peut avoir des éruptions qui vont sortir de l'enclos. Et c'est ce qui est arrivé en 1977. On a eu cette coulée qui est descendue progressivement et qui a atteint la ville de Piton-Sainte-Rose. La coulée est rentrée juste au bord de l'entrée de l'église et elle l'a contournée. Ok, donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui voilà, encore. Voilà. Et donc bien sûr, ça indique que cette église justement a été protégée par son côté divin et qui n'a pas été détruite. On retourne maintenant à l'observatoire, retrouver Aline pour en apprendre plus, cette fois-ci sur le piton de la Fournaise. Alors là, la première chose que j'ai remarqué en arrivant à l'observatoire, c'est que vous n'avez pas de vue directe sur le piton de la Fournaise, contrairement aux deux autres qu'on a vus en Martinique et en Guadeloupe. Alors effectivement, on n'a pas besoin de voir le volcan pour le surveiller. Et heureusement, vu la météo capricieuse sur le volcan. Donc on a tout un réseau de capteurs. On a à peu près 110 capteurs sur le volcan et sur le piton des Neiges pour suivre vraiment les moindres soubresauts et voir ce qui se passe en profondeur. Oui, donc en fait, ce volcan-là, il est très surveillé. Il est bien surveillé. On dit souvent que c'est le volcan le plus densément instrumenté au monde, puisqu'on a autant de capteurs que sur le Kilauea à Hawaï ou sur l'Etna en Italie, et sur un volcan qui est beaucoup plus petit. Donc, ce qui permet de voir des choses beaucoup plus fines, notamment lorsqu'il y a le magma qui se propage vers la surface. Et donc, comme ça, on peut voir vers où se propage le magma. Grâce à la localisation de la sismicité, la localisation de la source de la déformation, on voit si le magma se propage sur le flanc nord, le flanc sud, et on peut alerter les autorités. Et comme ça, lorsqu'ils doivent évacuer le volcan, ils vont évacuer en priorité les zones qui vont être potentiellement impactées par la future éruption. On a la chance, entre guillemets, en tant que scientifique ici à l'Observatoire, d'avoir connu, depuis la création de l'Observatoire, 84 éruptions. Donc ces 84 éruptions nous affinent donc dans notre connaissance du volcan. C'est un point extrêmement important par rapport justement aux deux autres volcans que vous avez visités, où là, il y a très peu de recul. Donc là, on a les échantillons de la dernière éruption. Et ça, ce sont les échantillons qu'on a été collectés au plus près. Okay. Donc on s'est rapproché au plus près de la coulée. Fais gaffe, Comment ça se passe? Alors, ça reste dangereux puisque c'est quand même une éruption, c'est chaud. Il faut savoir qu'ici, les laves, elles sortent à 1200-1300 degrés. Okay. Donc, on doit mettre un équipement spécifique, ignifugé, pour se protéger de la chaleur. Et même avec cet équipement-là, on ne reste pas très longtemps parce que ça protège, mais ça reste quand même très chaud. Donc, je ne sais pas si vous voulez essayer, vous pouvez, on va être dans la peau d'un volcanologue. Et bien sûr, on a aussi un masque à gaz quand on se rapproche de l'éruption, parce qu'il y a beaucoup de gaz aussi. Et du coup, tu vois comment dedans? Non, tu vois bien. C'est tout bien voilà. Attends, non, qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois vraiment bien. C'est génial. Parfait. Je suis équipé. On peut y aller. En absence, malheureusement si je puis dire, de coulées de lave à admirer actuellement, Aline nous a conseillé de visiter le tunnel bleu, un tunnel de lave vieux de 23 000 ans et parfaitement conservé. On y rejoint Rudy Laurent, notre guide local pour cette aventure. Ouais, ça va. On va s'équiper et puis c'est parti. On va passer par le petit chemin pour accéder plus facilement. Là, on va devoir passer à quatre pattes sur quelques mètres. Alors là, il faut bien se baisser.
là, on est sous un plafond de sleeping baths, comme on dit. Et tu vois, on retrouve un petit peu d'eau ici. Bon, là, on est en fin de saison des pluies, donc ça va s'infiltrer et puis ça va disparaître. Alors, on imagine qu'un édifice comme celui-là, un tunnel de lave comme celui-là, on a un écoulement, plusieurs écoulements, même des rivières de lave en fusion, qui coulent sur une pente, donc direction l'océan. Et puis, ça se refroidit sur les côtés, ça éclabousse un peu, ça refroidit aussi une petite voûte. Il y a plein de petits grumeaux qui sont transportés par la rivière de lave, qui vont se coller aussi. Et puis, ça va construire une petite voûte qui va isoler la lave liquide à l'intérieur. Et puis, quand l'éruption va s'arrêter ou que l'éruption va diminuer, le niveau va baisser. Et donc, on va avoir ces marques graduelles. Alors là, on le voit très bien ici, regardez. On a un niveau de lave qui est très bien marqué. Au-dessus de ce niveau de lave, on avait la compression des gaz. Et puis, ça fait plein de petites bulles. Il faut s'imaginer aussi des éclaboussures. Ça éclabousse de partout. C'est l'enfer ici. On voit dans la rupture de pente qu'on a juste devant nous, on voit que le flux s'est resserré parce que la vitesse a augmenté. Alors du coup, là au sol, regardez, on a le dernier écoulement de lave liquide. Ouais. Du coup, vu qu'on avait une faible masse volumique, en fait, ça s'est refroidi sur les côtés. Ça a formé deux petits rails qui vont canaliser le petit flux liquide au milieu. C'est très beau parce que ça, on voit rarement. C'est justement. Ouais, ça, c'est superbe. Alors voilà, ça c'est Tube in Tube. Ouais. C'est la réplique miniature. Hein. Vu que la masse, on parle encore de masse volumique, ouais. Vu que la masse volumique a diminué, t'imagines que le refroidissement est plus facile, donc ça va refroidir sur les côtés. Cette lave qui est en train de couler, elle va former les deux murs, les deux rails, et puis ça va former une petite voûte avec les petites plaques, les petits grumeaux, et donc ça va couler en dessous. Ok. Et ça va te laisser un petit vide. Et c'est la première chose qu'on cherche quand on découvre un tunnel de lave, pour s'assurer qu'on est à peu près au rez-de-chaussée. D'accord, parce que je comprends bien, c'est comme si je devais le dessiner, on était dans un tube, il y a un tube qui varie de taille en fonction en haut de nous, et ça, du coup, qui est juste en bas. Oui, alors au-dessus de nous, il y a deux tunnels, deux étages superposés, et nous, on est au rez-de-chaussée. Alors ça, c'est génial, parce que du coup, on peut mettre un peu d'ambiance. Hein. Bon, grosse journée aujourd'hui. Ouais, riche en informations, c'était super intéressant. T'as préféré quoi, toi ? Moi, le rougail saucisse de ce midi. Super, ça valait le coup. Non, mais sinon, la météo ici, elle est très changeante. On a eu de la pluie. Ouais, mais ça semble s'améliorer, donc peut-être que demain, avec de la chance... C'est ça, faut espérer d'avoir le même temps, autant de soleil pour la montée de demain, au Piton. Voilà, donc à demain. On vous dira. Salut. Salut. Au petit matin, juste avant notre ascension, on part avec Anxem sous un ciel gris, prendre conseil auprès de Jean-Maurice Lebihan, un ancien guide et porteur de volcans. À l'époque où le volcan n'était pas encore rendu accessible par la route, ces locaux qui avaient une parfaite connaissance du piton de la Fournaise accompagnaient les voyageurs et assuraient leur sécurité durant ce périple. Moi, j'ai commencé dans les années 61, 62, après j'avais 11 ans. Et comme mon père était guide professionnel, et je voulais absolument insister à faire le volcan avec lui. Sur le soir, j'entendais parler du volcan, mais c'était quoi? Moi, je connaissais pas. À l'époque, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Hein. C'était un dedans. Hein. Et on montait à pied, pieds nus, jusqu'au gîte. Ah oui? Ah, pieds nus. Alors, il y avait des pas de chaussures à l'époque, c'était l'après-guerre. Et puis, on prenait le sac de jute. Là, on faisait une paire de chaussures de goni, qu'on appelle, pour aller sur le volcan. Parce que le volcan, il y a du graton, ça coupe les pieds. Oui, parce que si on sort des sentiers, en soi, le piton de la Fournaise reste très dangereux. Oui, parce que si quelqu'un est perdu
sur le piton de la fournaise, toujours monter. Oui. Pourquoi? Parce que là-haut, piton de la fournaise, on a le Dolomieu. Oui. Automatiquement, on arrive sur le bord du Dolomieu. Là, on retrouve la piste. Mais si vous descendez, vous voulez descendre, vous continuez, eh ben, vous allez voir les lumières des voitures qui descendent vers Saint-Troy, vous allez tomber dans les grandes pentes. Là, vous serez... Ouais, c'est ça. Okay. Vous avez quel rapport avec le volcan? Vous le craignez? Vous l'admirez? Ah non, pas du tout, jamais. Non, au contraire, nous, on a un très grand respect pour le volcan. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si on fait n'importe quoi sur ce volcan quand il est en éruption, un changement de température ou un changement de brise de vent, ça peut retomber sur nous. Alors, il faut l'aimer, mais il faut le respecter. Oui. Quand ça pète, ça pète. Ouais, c'est vrai. Finalement, il semblerait que la météo soit avec nous. On traverse en voiture la plaine des Sables pour rejoindre le départ du sentier de randonnée. Et devant ce panorama, je crois qu'on peut affirmer avec Anxem qu'on n'a jamais rien vu de comparable. Bon voilà, donc là nous sommes sur le pas de Bellecombe-Jacob et vous avez en face de vous le cône récent du piton de la Fournaise qui s'est formé il y a moins de 4000 ans et qui est l'intérieur de la grande structure de l'enclos, là, dont on voit les remparts. On va donc descendre dans ce cratère et on va essayer de monter au sommet puisqu'il faut profiter du beau temps parce que c'est exceptionnel aujourd'hui. Okay. Donc là il y a une série de marches. C'est marrant ces structures. Du coup, c'est ça les laves payoyoy? Payoyoy, voilà. Alors, ce sont les laves payoyoy. C'est ce qui forme une grande partie de cette zone-là de l'enclos. Donc, ce sont des laves très chaudes, très fluides, qui sont dégazées. Et en fait, la surface de la coulée va former une petite peau qui se refroidit et qui va se plisser au fur et à mesure de l'avancement de la coulée. En fait, ça correspond à une peau, un refroidissement de la partie supérieure de la coulée qui se refroidit et avec le déplacement de la coulée qui va se plisser. C'est un petit peu comme quand on prend une casserole de lait que vous faites bouillir. Quand ça arrive à ébullition, quand ça bout, ça forme une espèce de peau en surface. Et si vous la poussez, ça va former une espèce de plissement. Et c'est exactement la même chose. Donc en fait, c'est tout simplement la surface plus refroidie de la coulée qui se plisse. Et donc là, on voit bien là, le sens de l'écoulement de la coulée. La peau, elle se plisse comme ça. Et on voit bien le sens de l'écoulement de la coulée dense. Un peu à l'écart de la piste de randonnée, on retrouve prudemment des chercheurs de l'Observatoire en pleine maintenance des instruments de mesure. Bonjour. 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 Ça va Eh bien écoute, une antenne GPS de changer. Celle-ci, c'est une des 24 stations qu'on a qui équipent tout le site du piton de la Fournaise. Donc c'est une station qui est transmise par radio et qui va nous donner des informations sur la déformation de l'enclos avant, pendant et après les éruptions. Bon, mais on va continuer, nous, on va le laisser travailler. Hein. Okay. Et puis on va essayer de monter jusqu'au cratère Dolomieu, ce qui fait beau, donc on va en profiter. Très bien. Au revoir. Allez, on y va. C'est parti. Et donc Georges, d'après ce que tu nous as dit tout à l'heure, ça c'est la dernière coulée?
Alors, je ne sais pas si c'est la dernière coulée, c'est une coulée très récente. Là, on a ce qu'on appelle une coulée AA, ou une coulée en graton. Et puis, vous allez pouvoir vous rendre compte vraiment de la différence de morphologie donc des deux coulées. Voilà par exemple les surfaces de ces coulées. Alors tu vois, elles sont très irisées, vous voyez. Elles ont donc ça c'est les oxydes de fer qui donnent cet aspect très très brillant, très très irisé. Et avec le temps, ils vont s'oxyder. Donc ça va prendre la couleur rouille que l'on voit sur les anciennes coulées. Et donc ça dure quelques mois, peut-être quelques années si la coulée est un peu protégée, mais ça disparaît très rapidement. Bientôt, on atteindra le point culminant de notre voyage. Se tenir à plus de 2600 mètres d'altitude au bord du cratère de ce mythique volcan. Waouh! Waouh! C'est incroyable. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit... C'est grandiose, hein. Attention aux fissures sur le bord. Alors, c'est un cratère qui existe depuis longtemps. Wow. Jusqu'en 2007, il s'est rempli progressivement de lave. Et en 2007, on pouvait rentrer dans le cratère Dolomieu, là, par le bas, parce que la lave était pratiquement au niveau des bordures. Et en 2007, il y a eu une très très grosse éruption. Une éruption dans la zone sommitale, avec la vidange d'un réservoir assez superficiel, qui a créé un vide. Et tout le cratère, dans toute cette zone-là, s'est effondré pour remplir tout le vide créé par la vidange de la lave. Il y a combien de mètres là ? Il y a, je pense, il y a à peu près 200 mètres. 200 mètres. Et depuis 2007, donc il y a eu d'autres éruptions. On voit qu'il y a des éruptions qui se sont formées, donc qui sont ouvertes dans le cratère. Et on voit dans le fond déjà des coulées de lave qui se sont épanchées depuis la formation du cratère et qui vont progressivement remplir le cratère. Donc on peut imaginer que dans 20, 30, 40, 50 ans, un siècle, le cratère de nouveau sera rempli jusqu'à ce qu'il s'effondre à nouveau, ou il s'effondrera peut-être avant. Bon ben voilà, on termine par le Dolomieu, donc on termine en beauté parce que c'est spectaculaire. Ouais. Et puis j'espère que tous ces volcans, ça vous a plu d'avoir vu tout ça. Ah ouais, carrément, c'était génial. Oui, merci. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir. À très bientôt. Ça marche. Sur un autre volcan. De retour sur le continent, on n'a pas résisté avec Anxem à une dernière ascension de volcan. Nous revoilà donc en Auvergne, accompagnés cette fois-ci de Karim Kelfoun, volcanologue au laboratoire Magma et Volcan, avec une dernière question en tête. Les volcans ici, ils sont éteints ou endormis Donc, pour moi, ils sont clairement tous éteints. Si vous voulez, n'importe quel édifice, celui-là, les roches sont froides, le magma, la lave à l'intérieur est toute froide, le magma aussi. Et par contre, si vous regardez en profondeur, on pourrait encore avoir du magma qui pourrait ressortir. Donc l'activité volcanique n'est pas endormie. Ouais, donc ça pourrait faire des nouveaux volcans qui s'ajoutent à la chaîne des puits. On pourrait avoir de nouveaux volcans. Il n'y a pas de raison géologique pour dire que ça s'arrête. Ok. D'accord. Bon bah voilà, la boucle est bouclée. On est retourné en Auvergne, le Puy-de-Dôme est derrière. Et franchement, quelle aventure, hein. Ouais, j'ai adoré. Ouais, moi aussi. Et j'ai respecté mon deal. C'est vrai, t'as mis 10 ans à le respecter, mais tu l'as fait. Mais oui, c'est vrai. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est que la prochaine fois, c'est moi qui te propose. Et on y va.
Franchement, très chaud. Allez, bah à la prochaine aventure du coup. Salut. Salut.